Bonjour à tous, je me présente, je suis Rida. Merci d'avoir pris le temps de nous joindre. Aujourd'hui, on parle de gaspillage alimentaire. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, au Canada, près de 2,2 millions de tonnes d'aliments comestibles sont gaspillés chaque année, une perte qui équivaut à plus de 17 milliards de dollars. Et donc, c'est pourquoi on est super content et ravi d'avoir parmi nous Bobby Grégoire, chef privé, communicateur, consultant en écogastronomie et fier ambassadeur du patrimoine culinaire au Québec. Avec plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine, Bobby va partager avec nous ses bons coups, ses conseils ainsi que des bonnes habitudes qu'on pourrait adopter au quotidien. Et juste avant de commencer, si quelqu'un a des questions pour Bobby tout au long de la présentation, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat ou bien dans la section Q&A. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin. Donc, sans plus tarder, Bobby, merci encore une fois d'être là. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Gila. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine, virtuellement, évidemment. Dans un appartement, un petit appart dans Villeray à Montréal. J'espère que ça se passe bien pour vous, cette session à distance. Donc, voilà, Gila, la façon de se présenter, j'ai plus grand-chose à dire. Ce qui est à savoir, quand je regarde là sur le côté, c'est l'écran où ce que vous êtes, où vous apparaissez. Donc, c'est normal que j'ai la fixation sur le côté. C'est ça. Mon nom est Bobby Grégoire. Je suis chef depuis à peu près 20 ans. Ça fait quand même un petit bail spécialisé dans la cuisine patrimoniale, cuisine régionale au Québec, dans le patrimoine alimentaire aussi, jusqu'au 4e siècle romain. C'est mon côté un peu geek de la chose, on va dire. J'ai eu le privilège, la chance de travailler avec Parc Canada, plusieurs sociétés d'histoire dans le passé. Je ne suis pas là pour vous présenter mon pedigree. Pourquoi je cuisine? Parce que j'aime manger. Pourquoi j'enseigne la cuisine ou je cuisine pour d'autres? Tout simplement parce que j'aime bien partager ce que je mange. Ça n'a pas toujours été délicieux et excitant les repas à la maison plus jeunes. Certains oui, plus que d'autres évidemment. En fait, moi, mon angle, c'est de vous donner le plaisir de manger. Il n'y a pas à se sentir coupable de commander ou des fois de moins cuisiner. Un bol de céréales que vous appréciez fait autant partie de la gastronomie qu'un repas 5 services que vous préparez pour l'être cher ou pour les amis. Donc, on n'est pas là pour avoir de la prétention. Aujourd'hui, gaspillage alimentaire, ça se passe un peu partout tout au long de la chaîne, évidemment. Donc, ça se passe autant dans les champs, pas avec les intempéries. Il y a une bonne portion du gaspillage qui se passe à ce moment-là. Mais on va plus parler de perte souvent dans ce cas-là. Ce que je vais vous amener comme réflexion, c'est de voir la différence entre une perte alimentaire et ce qui est gaspillé. Une perte, en fait, c'est quelque chose qui est complètement inévitable et qu'on n'aurait pas pu en aucun moyen secourir. C'est un des chiffres, un des pourcentages, en fait, qui fait partie souvent du grand pourcentage de ce qu'est le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne, dans les études du moins publiées en français. C'est assez rare qu'on fait la différence entre les deux. Donc, c'est un premier petit point-là. Donc, les chiffres, des fois, sont un peu différents selon l'étude, selon la méthodologie aussi. Elle ne se compare pas toujours. Si on se réfère premièrement à la première qui a sorti la FAO en 2011, les chiffres étaient bien différents et on ne peut pas vraiment les comparer avec les dernières qui sont sorties. Parce que la méthodologie étant différente, évidemment, vous connaissez ça. Étant au HEC, probablement que vous avez fait un peu de recherche ou vous avez dû faire des revues documentaires. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous montrer une recette toute simple que j'ai eue en m'inspirant d'une recette traditionnelle italienne du sud de l'Italie qui date du 17e siècle. Il a fallu aller loin un peu, mais je ne sais pas pour vous, mais dans les aliments qui sont souvent gaspillés à la maison, c'est les pains qu'on n'a pas le temps de finir. J'en ai quelques-uns ici. Je vais peut-être juste changer de côté pour vous les amener plus proche de la caméra. Avec un plan rapproché. Donc, ça devient vraiment complètement sec, friable et tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au-delà de composter, on peut faire plusieurs affaires. Souvent, ce qu'on va vous dire, c'est de faire des puddings au pain. Mais à un moment donné, le pudding au pain sucré et le pudding au pain salé, on en soupe, comme on dit. On veut passer à autre chose. Donc, ce que je vous prépare aujourd'hui, c'est une recette de pâte fraîche très économique parce qu'on va récupérer les vieux bouts de pain comme ça pour pouvoir faire notre base de farine.
ou si vous avez les boîtes de chapelure à la maison qui sont là à ramasser la poussière, c'est une bonne façon de pouvoir les passer, qui est moins traditionnelle. Donc, la recette d'inspiration, c'est une passatelli. Donc, c'est une pâte qui est faite à partir de pain. Le contexte, c'était, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des cultures de blé, ce qui a mené un peu à la Révolution française. Un des facteurs contribuants, on s'entend, ce qu'on appelait la guerre du pain, où les gens ne mangeaient pas à leur faim. Pendant longtemps, le pain, et même encore dans beaucoup de civilisations ou de cultures aujourd'hui, reste la base de l'alimentation. Donc, comme c'était difficile de se procurer de la farine fraîche, souvent, puis qu'on avait des pains secs qui étaient terminés, on les reproduisait une farine qui est en fait une chapelure avec, un peu comme on peut voir ici. Et ils utilisaient ça, ils intégraient ça dans toutes leurs recettes où normalement, il n'y avait que de la farine. Donc, les Italiens étant ingénieux souvent pour améliorer les choses, ont développé cette merveilleuse recette. Traditionnellement, on rajoutait un fromage dans la pâte, ce qui est optionnel, je dirais. Si vous avez des restes de fromage, bon, ça n'arrive pas chez nous, des restes de fromage, mais bon, si jamais vous avez des fromages qui restent dans le frigo puis que vous voulez pouvoir passer, vous pouvez aussi les intégrer à l'intérieur de ça. Bon, avant de rentrer dans ça, qu'est-ce que le gaspillage alimentaire comme tel? On va parler un peu de perte maintenant dans le gaspillage. Bien, la façon de le présenter qui a été proposée par plus un collectif, je dirais, d'organismes à Montréal, ça serait tout aliment qui peut nourrir l'homme et qui se trouve à être donc, qui serait en état de nourrir l'être humain et qui se trouve à être jeté et non consommé. Si on fait un résumé, la définition est un petit peu plus longue que ça, mais parce qu'on inclut aussi les produits de pêche, on inclut aussi les produits d'agriculture et tout ça. Quand que je disais tantôt que le gaspillage se passe tout le long de la chaîne, faut voir le parcours du gaspillage alimentaire. Ça va des champs, évidemment, par les intempéries ou des fois par le conditionnement. Il y a des parties d'aliments qui sont jetés ou compostés qui, normalement, on pourrait consommer. Un des premiers exemples, souvent, quand on va au marché public ou à l'épicerie, on peut acheter des belles carottes en fan comme ça. Je vais juste les rapprocher un peu ici. Eh bien, souvent, ce qui va arriver, c'est que notre fermier ou tout simplement quand nous, on arrive à la maison par la suite, ben, c'est qu'on va se débarrasser de ces fans-là. C'est bien dommage parce que les fans de carottes font un excellent pesto. Quand on les mélange avec un peu de basilic et d'autres herbes fraîches. Fait que ce que vous pouvez faire, si jamais vous avez peur qu'elles se dessèchent, c'est sûr que vous pouvez les couper. Mais si vous coupez les fans de vos carottes vont ratatiner, donc flétrir beaucoup plus rapidement et vos fans vont durer un peu moins longtemps. Mais ça, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est venir évidemment les nettoyer. Je vais juste nettoyer un peu mon plan de travail. Je ne sais pas si on le voit bien en caméra. Ouais. Et par la suite, enlever les bouts qui sont moins intéressants. Ça goûte la carotte, un peu plus boisé. C'est un peu coriace cru, mais on peut très bien le travailler, la fan de carotte, pour pouvoir faire des préparations, justement dans ce cas-ci, un pesto. Puis on va le faire avec du basilic également. Fait que pour vous donner un peu l'idée, la façon traditionnelle, d'ailleurs, mon basilic, je l'achète souvent en pot quand c'est possible. Simplement parce qu'il dure beaucoup plus longtemps, on s'entend. Donc, on va mettre à peu près même proportion de basilic qu'on va mettre de fans de carottes. Si vous avez un robot culinaire à la maison, vous pouvez le faire. Les tiges, je les garde de côté pour mes bouillons de pelure congelés par la suite. Mais si vous avez un robot culinaire, vous pouvez le faire. Sinon, la façon traditionnelle de le faire, c'est au pilon mortier. Je sais qu'à peu près personne n'a ça, surtout quand on est étudiant à la maison. C'est juste que pour une question d'éliminer un peu la quantité de bruit, je vais tout simplement le faire au pilon de mon côté. Je ne pouvais pas avoir mon robot sur la station de travail. Donc, je hache grossièrement. Je rentre ça là-dedans. Là, tu vas me demander pourquoi on se donne le trouble à faire ça manuellement au pilon mortier. La réponse est tout simple. C'est que c'est la façon qui permet de dégager le maximum d'arômes de tes herbes quand tu les cuisines. C'est pas juste les Italiens qui ont compris ça, les Turcs qui ont compris ça et plusieurs autres civilisations au Moyen-Orient. C'est une façon de bien casser les côtés de cellulose,
partie de la membrane qu'on ne digère pas comme humain, puis de libérer les arômes, mais aussi les nutriments que vous avez là-dedans. Fait qu'évidemment, là, j'ai mis tout ça d'un coup. On vous conseille de bien laver tout ça avant de commencer à faire cette préparation-là. Le but ici, j'avais une gousse d'ail aussi à l'intérieur, dans le fond, que je suis en train d'écraser. Et juste pour bien terminer ça, on va mettre un simple petit filet d'huile à l'intérieur. Le but, c'est de vraiment faire une sauce pesto qui va devenir crémeuse, puis qu'on va avoir nos différents morceaux à l'intérieur. Là, je vais vous montrer ça à la caméra dans pas très long. On a une première étape. C'est encore filandreux un peu. Bon. Je ne sais pas si vous m'entendez, Guida. Oui, Bobby, on t'entend. On t'entend. Est-ce que ça lag de votre côté? Non, tout est correct. Okay. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait. C'est juste mon laptop qui lag, c'est correct. C'est mon Wi-Fi, mais le reste est branché directement dans le fil. Donc, on sale un peu avec une fleur de sel, tout simplement. Et rajouter un acide. Si vous n'avez pas d'agrumes à la maison, du vinaigre de cidre fait très, très bien le travail. C'est vraiment un des aliments de base que j'ai dans ma dépense de façon régulière. C'est pas très dispendieux. Ça revient moins cher en fait que vos citrons quand vous comparez. Puis ça vous permet de faire une belle acidité dans à peu près toutes vos préparations de cuisine. Donc ça, on continue comme ça à la main pendant quelques temps quand on a le temps. C'est une façon d'impressionner des fois ses invités quand vous allez avoir le droit de les avoir à la maison. Et ça donne des préparations de pesto qui vont ressembler à ça ici. Donc c'est vraiment, ça devient vraiment un beau verre. Là, c'est sûr que là-dedans, vous allez voir, c'est pas mal huileux parce que la meilleure façon de le conserver, tout ce qui est les huiles d'herbe, les pestos et ces affaires-là, c'est toujours rajouter une petite couche d'huile sur le dessus pour pas que ça soit en contact avec l'air direct. Donc ça va être notre sauce pour nos pâtes de tout à l'heure. Mes carottes, je vais pouvoir les conserver dans le frigo, tout simplement, dans un linge sec, évidemment propre. Moi, c'est mes vieux linges de cuisine qui ont été tachés avec l'usage que je vais récupérer pour ça. Je fais juste les emballer comme ça dans mon tiroir et légumes. Elles vont rester croquantes beaucoup plus longtemps que si vous les mettez uniquement comme ça. Ou si vous les achetez en sac, dans votre sac, vous faites un trou, vous mettez un linge à l'intérieur. L'important, c'est de bien contrôler l'excédent d'humidité. Donc, on veut garder une humidité sur vos légumes, mais en même temps qu'il n'y en ait pas trop. Donc, le linge sert à ça. Il faut le vérifier. Si c'est dans un sac de carottes commerciales que vous achetez à l'épicerie ou ailleurs, peut-être aux 2-3 jours, mais dans ce cas-ci, ce qui risque d'arriver, c'est que mes carottes vont se dessécher avant d'accumuler trop d'humidité. Donc, je vais les mettre au frigo. Bobby, certaines personnes préfèrent mettre les carottes dans de l'eau dans un vase. Est-ce que c'est une meilleure méthode ou bien c'est... C'est une méthode qui fonctionne très bien aussi. Ça dépend de la place que vous avez à la maison. Il y a un autre légume, en fait, qui s'apprête bien à ça. Je vais sortir du champ de caméra, mais c'est le poireau. Les poireaux, les oignons verts et tout ça, ça se conserve très bien dans un bocal d'eau. Merci de l'avoir mentionné. Par exemple, ici, c'est un poireau que j'ai entamé il y a quelques temps. Je vais juste rechanger peut-être de plan si je peux. Si mon téléphone me laisse le faire. Et il me laisse... Voilà, OK. Donc, ce que j'ai ici, en fait, c'est que j'avais plus de racines à la base et mon poireau, je l'avais coupé ici. Donc, ça fait à peu près 5 fois que je le recoupe et il passe son temps à repousser, tout simplement avec un peu d'eau dans le fond comme ça. Je les garde sur le bord de la fenêtre, c'est un peu au frais. Puis, c'est une bonne façon de les conserver longtemps. Les carottes, on pourrait le faire aussi. Par contre, les carottes dans l'eau, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des chances qu'elles moisissent avant qu'on les consomme. Donc, si vous les mettez dans des contenants avec de l'eau, idéalement, les mettre un peu plus droites sur le debout parce que vos carottes, en fait, ce qu'elles cherchent à faire, c'est pousser. La même chose dans le frigo. Si vous avez assez de place pour mettre les sacs debout, c'est l'idéal pour la conservation plus longtemps. Si on les met couchés, en fait, rapidement, ce que la carotte va faire, ça va absorber l'eau, puis là, elle va se gorger, elle va être croquante. Donc, une bonne façon de la raviver à la dernière minute. Mais c'est vraiment pour de la conservation plus long terme. J'irais même à dire qu'il y a le fameux bac de sable, un peu comme les caveaux. En fait, il y a un système de bac de sable qu'on peut avoir en appartement où on va tout simplement enterrer jusqu'à la moitié ou 3/4 nos légumes racines de cette façon-là. C'est un sable qui va être humide, donc avec un push-push,
un vaporisateur. On va juste mettre une couche d'humidité à l'intérieur pour être sûr que tout est bien conservé, que nos légumes ne dessèchent pas. Mais il ne faut pas mouiller notre sable. Ça, c'est encore une meilleure façon de le garder à température pièce. Merci. Bienvenue. Je vais peut-être juste embarquer sur la recette pour la pâte, en fait, si ça ne vous dérange pas. Ça prend quand même un petit peu de manipulation. Donc, je passerai peut-être là-dessus. Je vais essayer de vous donner d'autres éléments, d'autres trucs au fur et à mesure que l'on avance. Et n'hésite pas, Guida, si jamais tu veux m'interrompre ou me parler des commentaires que les gens font dans le chat. Je ne les vois pas tous, malheureusement, parce que je vous regarde là, mais je ne regarde pas le chat qui est là. Alors, première étape, j'ai mon pain, je l'ai passé au mixeur, c'est-à-dire j'ai un Vitamix. Vous n'avez pas besoin d'un Vitamix à la maison. Vous avez un Black & Decker, vous avez l'ancien de vos parents qui a servi, qui ont reçu en cadeau à leur mariage puis qui marche encore. Ça fait la job. On n'a pas besoin de mettre du gros luxe là-dessus. L'important, c'est juste de le réduire en poudre. Si vous n'avez pas ça non plus, ce que vous pouvez faire, il y a la fameuse technique du sac de plastique. On met les croûtons dedans et avec un beau petit rouleau à pâte, on vient bien le taper et on le roule directement sur nos croûtons. Comme ça, on va les rendre le plus fin possible. Si c'est la technique que vous utilisez parce que vous n'avez rien d'autre à la maison ou à l'appartement, ce qui va être important dans ce cas-là, idéalement, c'est de la passer dans une passoire, pas à peu près grosseur comme un mousticage, je vous dirais, juste pour qu'on ait des morceaux de grosseur plus homogène, la grosseur grosse farine. Moi, ce qui m'a amené à penser à faire cette recette-là, qui est une adaptation de quelque chose qui existait déjà, hein, évidemment. On invente rarement des choses aujourd'hui. C'est tout simplement parce que ça me faisait penser à la semoule de blé fine qu'on utilise pour faire des cavatelli de façon plus traditionnelle. Donc, un bol. J'ai prépesé mes ingrédients avant la démonstration aujourd'hui. J'ai 200 grammes. 200 grammes. Pourquoi j'utilise des grammes? Parce que quand on utilise des mesures en volume, surtout pour des produits secs comme ça, ce qui arrive souvent, c'est qu'on en met plus ou on en met moins. Donc, on a rarement la reproduction de la même texture. Même volume, même poids, excusez, justement, de farine blanche non blanchie. Si vous avez de la farine de blé entier à la maison, ça fait la job. Si vous avez de la farine à pâtisserie, ça fait la job. Tant que c'est une farine qui n'a pas été cuite déjà, ça va. Pourquoi je la mets dedans? Bien, son rôle dans notre recette, c'est simplement de venir nous créer une colle. On va développer le gluten à l'intérieur pour pouvoir créer une colle. Si vous êtes cœliaque, si vous avez une intolérance au gluten, dans ce cas-là, il faut faire avec des chapelures de pain sans gluten, évidemment. Mais dans les mélanges de farine tout usage sans gluten, on peut juste rajouter une petite touche de plus de xanthane. C'est à peu près un 3 grammes. Et on va arriver à un résultat très, très similaire. Fait qu'on n'a pas besoin de développer pour que ça gonfle le gluten, mais c'est juste pour que ça se tienne ensemble. Ensuite, j'ai tout ça. J'ai sorti mon sel tantôt. Toute bonne pâte se doit d'être salée. On y va quand même généreusement. La raison pourquoi on n'hésite pas à en mettre trop, c'est simplement que plus qu'on rajoute de sel à l'intérieur de notre préparation, bien plus que notre pâte va être ferme en bout de ligne. Comme on veut faire une pâte qui est relativement ferme, un gnocchi de blé qu'on appelle le cavatelli, bien on veut quand même que ça se tienne, qu'il y ait une bonne structure. Donc, je vais juste mélanger mes deux farines avec mon sel. Donc, ma farine de chapelure qui en fait du pain déjà cuit qui a été réduit en poudre avec ma farine de blé. Et je vais rajouter à l'intérieur 5 œufs au centre, tout simplement, de façon à faire un petit puits. Je sais qu'on ne le voit pas complètement, mais bref, ça tombe au centre. Et c'est là que le fun commence. Ça dépend à quel point vous voulez vous salir les mains. La plupart des gens que je connais aiment ça, je reviens dans le cadre, excusez-moi, aiment ça utiliser leurs doigts directement là-dedans. Il va falloir y arriver de toute façon à m'emmener à utiliser nos doigts. Moi, j'aime bien commencer par bien battre mes œufs au centre, juste pour bien mélanger les blancs avec les jaunes et ramasser la farine sur les rebords en même temps, au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est de créer une première genre de pâte gluante au centre, à peu près homogène, avant de rajouter plus de farine, du mélange de farine et de chapelure qu'on a sur le côté.
Pendant que je fais ça, je vais vous demander, si jamais vous voulez écrire dans le chat, c'est quoi les autres usages que vous faites pour le pain sec ou les chapelures en général, en dehors de faire de la panure? Si jamais vous voulez partager ça. Voir si des fois, vous n'avez pas déjà des bonnes idées au départ. Je suis pas mal convaincu que vous en avez. Bobby, Coralie, en fait, elle a une allergie aux œufs. Est-ce qu'elle peut elle se demande si elle peut les remplacer par autre chose? Absolument. Tout ce qui est les recettes de pâtes fraîches qui sont à base d'œufs, la purée de courge est une chose merveilleuse, extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle va jouer le rôle d'humidification que l'œuf fait. L'œuf sert à deux choses dans une recette de pâte fraîche. Humidifier. La deuxième, c'est vraiment une colle. Et les courges, peu importe laquelle que c'est, vous avez à l'intérieur une petite résine. Et cette résine-là, vous savez, quand vous coupez une butternut, par exemple, j'en ai une sur le comptoir pas loin, quand on en coupe une comme ça, bien souvent, sur ma planche à découper, après qu'on ait fait une ou deux, on va avoir un peu une genre de colle, une genre de résine qui reste dessus. Bien, ça, c'est justement ce qu'on recherche. Fait que la purée de courge, pour le même volume que votre œuf prendrait. Donc, un œuf gros, on va juger que c'est à peu près 60 à 65 millilitres de liquide. Donc, dans ce cas-là, si on prendrait 60 à 65 millilitres de purée de courge pour être capable de faire votre pâte. Par contre, elle va quand même être plus dure à travailler que si c'était avec des œufs. Sinon, les substituts d'œufs qui sont vendus en poudre et qu'il faut rajouter de l'eau dans le commerce, mais les substituts avec tous les stabilisants qu'il y a dedans peuvent faire le travail aussi. Ça fonctionne avec ça. Comme c'est une pâte qui est cuite dans l'eau, il n'y aura pas de problème pour pouvoir avoir un résultat intéressant. Victoria aussi se demande si elle peut utiliser les œufs véganes. Est-ce que cette recette, ça marche? Oui, absolument. Les œufs véganes, en fait, ils ont été développés justement pour faire ce double rôle-là, c'est-à-dire devenir une colle à la fois que devenir un humectant. Mais c'est sûr que si ton œuf vegan, tu l'achètes en poudre, il faut juste que tu rajoutes ta quantité d'eau ou de liquide que tu es supposé ajouter dedans avant de l'intégrer ici. Une fois que ce mélange-là est fait, tu peux l'utiliser comme si c'était des œufs tout simplement dans la préparation. Fait que pour les pains, j'ai pas rien vu. Bread pudding, oui, effectivement, le bread pudding, c'est souvent en fait, il y a 5 ans, quand j'ai commencé les conférences avec le Jour de la Terre sur le gaspillage, c'est pas mal le premier qu'on donnait. On en faisait des sucrés, mais des salés aussi. Les salés, on intégrait des légumes grillés à l'intérieur qu'on avait déjà pré-cuits, tout simplement, puis ça donnait quelque chose de vraiment intéressant. Fait que ma pâte va réagir différemment selon l'alignement des astres, selon l'humidité dans la pièce où vous êtes puis l'humidité de vos ingrédients. Plus que vous êtes dans une pièce sec, c'est souvent le cas avec le chauffage en hiver, et mettons, vos ingrédients, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont eu le temps de se dessécher, bien, plus on va devoir ajouter un peu d'eau. Fait que là, pour ce faire, je vais juste me rapprocher ici, juste montrer la boule que j'ai pour l'instant. Je vais prendre ma main. J'ai un petit bol d'eau sur le côté. Je vais juste l'humecter et avec mes doigts, je vais venir la toucher. Juste en surface. Je vais passer le bol. On va se mettre ici. Le but de faire ça, c'est juste d'ajuster notre quantité d'eau pour pas qu'elle s'effrite trop. Mais on ne veut pas qu'elle devienne gluante. On ne veut pas qu'elle devienne collante non plus. Donc, tout ce qu'on veut, c'est avoir une belle surface lisse, bien humectée. Je ne sais pas si on le voit bien, c'est un peu hors focus, mais une fois qu'on a ça, elle est prête à soit remettre dans un bol propre avec un linge par-dessus et au réfrigérateur. Sinon, vous pouvez prendre un sac plastique style sac Ziploc. Vous allez sortir l'air pour la mettre minimum 30 minutes au frigo. Là, j'ai pris un peu d'avance aujourd'hui. J'ai déjà un autre bol au frigo parce que sinon, on manquerait de temps pour l'atelier aujourd'hui. Donc ça, cette boule de pâte-là, pour référence, va aussi se conserver de 3 à 4 jours au réfrigérateur si vous la mettez dans un sac hermétique. Si vous avez du tissu enrobé de cire, un peu ce qui remplace les saran wrap, les pellicules plastiques, ça va très bien faire pour le conserver. Sinon, ça prendrait vraiment un sac plus hermétique ou un contenant hermétique où on est capable d'enlever le maximum d'air, donc qui est vraiment adapté à notre boule. Donc, je vais mettre ça de côté ici. Je vais juste me nettoyer rapidement les mains.
Bobby, Oui. j'ai une petite question. Plus on conserve la boule et plus la qualité elle est meilleure ou bien est-ce que ça fait une différence, par exemple, si on la met pour 4 jours ou bien une semaine ou bien... Comme c'est pas une fermentation, ce qui va arriver, c'est que votre pâte, elle va oxyder. Donc, D'accord. elle va prendre une couleur un peu plus foncée, mais ça ne développera pas des nutriments ou des choses comme ça dans notre préparation. C'est vraiment juste une question de, on peut la conserver pendant 3-4 jours, c'est au frais. Sinon, vous pouvez la portionner en boules de 100 grammes ou 200 grammes. Pourquoi juste 100 grammes ou 200 grammes? Parce que c'est vraiment une portion de pâte normalement pour une personne adulte, là, à cru, donc qui n'a pas été cuite dans l'eau encore. On calcule que c'est à peu près 100 grammes par personne. Ça va donner avec ça à peu près 140 grammes de pâte cuite par la suite. Ça, vous pouvez, quand vous faites ça, la congeler littéralement, mais c'est vraiment, vraiment important de la mettre sous vide quand on fait ça, par contre. Si vous ne le mettez pas sous vide étant un simple sac Ziploc qu'on va enlever toute l'air, ça n'a pas besoin d'être une machine à sous vide et tout ça, quelque chose d'aussi fancy que ça. Mais comme ça, on va s'assurer d'éviter toute brûlure de congélation. Puis souvent, étonnamment, la pâte va beaucoup mieux se travailler une fois dégelée la veille au congélateur que la journée même qu'on le fait. D'accord. Alors, j'ai fait une boule un peu plus tôt, juste pour vous la montrer un petit peu plus tôt aujourd'hui. Elle est déjà un petit peu plus foncée. C'est simplement parce qu'elle s'est humectée. Donc, le fait de l'avoir dans un sac comme ça, faudrait que je le mette un peu devant. Un sac, moi, chez nous, on les réutilise vraiment beaucoup jusqu'à temps qu'ils percent, en fait, ou qu'ils se dégradent. Le fait de mettre là-dedans va s'assurer, en fait, que l'humidité imprègne bien autant les farines que nos restes de chapelure. Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir venir faire des boudins. Je vais juste sortir ça ici. Puis, pour faire nos boudins, bien, il y a différentes façons. Moi, j'utilise ma boule de pâte. Assurer qu'on la voit bien ici. Et je vais venir faire des tranches d'à peu près maximum 1 cm d'épaisseur. Parce qu'il va falloir qu'on les roule un peu comme on fait des gnocchis, si jamais vous en avez fait. Donc, une fois qu'on a fait ces différentes tranches-là, elles n'ont pas besoin d'être parfaites, hein? Le but, c'est vraiment juste de découper tout ça. Après ça, ce qu'on va venir faire, je vais juste passer ces ingrédients-là, c'est sur un plan sec, idéalement qui est propre, évidemment, on s'entend. Je mets un peu de semoule de maïs parce que j'en ai, puis parce que j'aime le résultat, comment que ça goûte en surface de mes pâtes. Sinon, tu peux remettre tout simplement de la farine ou de la chapelure va faire. Le but, en fait, c'est juste pour éviter que ça colle trop à mon plan de travail. Donc, de là, je vais utiliser l'arme juste pour bien uniformiser. Là, si tu n'as pas de beau rouleau à pâte, c'est pas la fin du monde non plus. Une vieille bouteille de vin ou une vieille bouteille de bière fait très bien la job pour rouler de la pâte. Quand tu es mal pris, ça fait la même job qu'un rouleau. En fait, ça ne change absolument rien de ce côté-là. Donc, après, notre objectif, c'est de faire, et là, je vais venir le mettre un peu plus en avant ici, qu'on voit peut-être mieux à la caméra. Excusez, faut que je regarde à côté en même temps de le faire. On va venir faire des petits boudins, tout simplement, d'à peu près la même largeur que l'épaisseur qu'on a obtenue. Une fois qu'on a ça, on va venir les rouler de façon uniforme, tout simplement. Donc, la prochaine étape, c'est de faire des petits boudins. Et c'est une pâte qui est cassante. Donc, ça se peut que ça se casse comme ça tout seul. C'est tout à fait normal. Si elle est cassante au point où juste la rouler comme ça, elle se défait en mille miettes, c'est qu'il n'y a pas assez d'humidité dans ta pâte. Ce que tu peux faire, et que si tu as un vaporisateur, c'est que tu remets ta pâte, tes éléments qui sont trop secs ensemble. Tu fais juste passer un coup de vaporisateur d'eau, tu les mets dans un sac sous vide, tu les renvoies au frigo, puis pendant peut-être une vingtaine de minutes, puis après ça, tu réévalues justement s'il faut que tu rajoutes de l'eau ou pas. Sinon, il y a toujours le truc de l'eau sur les doigts, tu le passes en surface sur ta boule juste pour s'assurer qu'elle est assez élastique. Alors, selon vous, quel est le type d'aliment le plus gaspillé au Canada?
Quand je parle de type d'aliments, est-ce qu'on parle de pain? Est-ce qu'on parle de fruits et légumes? Est-ce qu'on parle de viande? Quelle catégorie d'aliments? Fruits et légumes, fruits et légumes. Ouais, c'est pas mal unanime pour l'instant dans les commentaires du chat. C'est effectivement la catégorie qu'on est le plus, qu'on gaspille le plus. Pourquoi selon vous? Si vous pouvez toujours l'écrire dans le chat si vous désirez. Du moins, la partie restauration, souvent, c'est qu'on va stocker beaucoup dans la prévision d'avoir un certain nombre de menus vendus cette semaine-là ou des choses comme ça. Mais si on est capable de bien gérer nos choses, normalement, quand on fait rentrer certains ingrédients, c'est qu'ils servent à plus d'une recette, à plus qu'un plat. Et quand on a une bonne planification des menus, c'est-à-dire quand on cherche à donner 2 à 3 vies au même ingrédient, en fait, normalement, on ne devrait pas avoir trop de pertes. Oui, fait que là, oui. Julien, Coralie et Safira, et puis ils pensent que en fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment bien conserver leurs fruits et légumes. C'est pour cela qu'ils pourrissent plus rapidement que d'autres produits alimentaires. Et moi, je pense aussi, on a un biais inconscient. On a comme par exemple, on a les beauty standards. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent jeter les légumes ou bien les fruits qui sont moches. Je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi on gaspille beaucoup de fruits et de légumes. Oui, c'est effectivement les facteurs esthétiques. Ils sont pour énormément de choses, évidemment, mais ce ne sont pas les seuls. Le point vraiment, c'est on n'est pas trop sûr comment conserver les choses. Je vais juste faire un close-up pour cette étape-là. Excusez, je fais de l'ajustement au fur et à mesure. En fait, c'est que la guerre pour la conservation, c'est vraiment de contrôler les taux d'humidité. Souvent, c'est qu'on fait juste mettre des aliments trop humides directement dans le frigo. Donc, les barquettes dans lesquelles on va acheter, par exemple, nos fraises, dans lesquelles on va acheter les bleuets, en tout cas, ou n'importe quoi, les fines herbes et tout, ce qui va arriver avec ça, c'est tout simplement que c'est des barquettes qui sont excellentes pour le transport, mais ce ne sont pas des barquettes qui sont faites pour la conservation. Donc, souvent, ça garde trop d'humidité à l'intérieur de ces boîtes-là et c'est ce qui fait que ça va avoir tendance à moisir. Donc, pour les herbes, les fines herbes, c'est un peu comme j'ai fait avec mes carottes tantôt. C'est-à-dire, ce qu'on va chercher à faire, c'est de les sortir de leur emballage, tout simplement. Excusez, je ne sais pas si on voit bien. C'est de les sortir de leur emballage. Et une fois qu'ils sont sortis de l'emballage, ce n'est pas de les laver immédiatement parce qu'on va mettre trop d'eau. Donc, c'est tout simplement de mettre un linge sec alentour et de les mettre dans un contenant hermétique, ce qui va permettre tout simplement de contrôler les surplus d'humidité sur vos herbes et d'éviter justement qu'elles pourrissent. C'est important aussi d'enlever les élastiques, les attaches de métal, parce que ça crée des meurtrissures. C'est comme si tu te coupes sur un doigt, tu sors en plein milieu de l'hiver, tu vas remarquer que tu as froid beaucoup plus rapidement sur ce doigt-là que partout ailleurs sur ton corps, parce que la blessure fait que tu vas être plus sensible à l'environnement alentour de toi. Fait que si, mettons, tu as plusieurs bactéries dans des gouttelettes d'eau puis que tu as une blessure ouverte, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la plante va se faire infecter par ces bactéries-là et va moisir beaucoup, beaucoup plus rapidement. Donc, le grand combat, c'est vraiment l'excédent d'eau dans tous tes aliments. Au pire, des herbes qui ont séché au frigo, des champignons qui ont séché ou des fraises qui ont un peu ramolli dans le sens qui ont séché ou des carottes molles, ce que vous pouvez vous dire, c'est que ça fait soit d'excellentes confitures ou des soupes ou des potages, mais c'est que ça prend aussi beaucoup moins de temps pour les cuire. Parce que c'est comme s'il y avait un peu pré-cuit, le fait qu'il y ait un peu moins d'eau dedans. Bobby, Coralie se demande, est-ce qu'on peut tous les mettre ensemble dans le même linge ou bien c'est mieux de tous les séparer? C'est une très bonne question. Je vais peut-être juste retourner ici. Je te dirais tout simplement que si tu as des fraises, par exemple, en saison,
mettons, on va en avoir plus tard, ce n'est pas la saison pour ça. Moi, en général, ce qui va arriver, c'est que je vais mettre un linge dans le fond de ma barquette, j'ai mis un peu espacé, je remets une autre couche de linge, j'en mets d'autres par-dessus. Mais ça, il faut quand même les vérifier après quelques jours. Si je regarde pour mes herbes, ce qui va arriver, ça, mettons, si je tasse ce que je suis en train de faire ici pour les pâtes, je vais vous l'expliquer dans pas très long d'ailleurs, je me prends un nouveau linge. Donc, si je me prends un nouveau linge et j'y vais avec, je vais juste tasser ça, parfait, juste qu'on ait le linge dans le plan, avec mes fans de carottes que j'avais tantôt. Donc, pour les conserver, mes fans de carottes, ce que je vais vouloir faire, parfait. Fait que je vais vouloir les étaler un peu, une à côté de l'autre. OK, comme ça. Là, je sais qu'on est proche. Donc, ce que je vais venir faire, c'est qu'ici, sur l'extrémité, excusez, j'essaie de les cadrer, là. Je vais replier mon linge. Il faut que je monte la bonne extrémité, ça va aller mieux. Donc, je vais replier mon linge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste le tourner comme ça sur lui-même. Donc, mes herbes restent ensemble, mais il y a plusieurs épaisseurs de linge, tout simplement, qui fait qu'elles ne sont jamais 100% en contact ensemble. Donc, ça s'assure qu'il n'y a pas de nid d'humidité qui va se créer à l'intérieur du bouquet. Ce qui arrive, c'est quand tu mets ton bouquet tout en moton ensemble, c'est que tu as souvent déjà beaucoup plus d'humidité au centre quand tu les achètes, parce qu'il y a de la micro-arrosage qui a lieu dans les rayons d'épicerie ou dans la barquette. En fait, c'est que l'humidité s'est concentrée, s'est condensée au centre de la barquette. Si tu les conserves comme ça dans une boîte hermétique, ils vont se garder beaucoup plus longtemps. Par exemple, un paquet de basilic, au lieu qu'il dure 2 jours avant de brunir, tu vas pouvoir le durer 1 semaine sans problème. De l'estragon, je peux le garder 2 semaines. Le persil, 1 mois, sans aucun problème avec ça. Plus que la plante est de base résineuse un peu, et coriace, fibreuse, plus qu'elle va se garder longtemps de cette façon-là. Ça répond à la question? La viande, ça pourrait aussi... Oui, merci. Oui, OK. La viande, ça pourrait aussi... OK, juste avant d'embarquer sur la viande, je vais juste parler de la technique ici que je suis en train de faire. Donc là, vous avez vu mes boudins. OK? Oui, c'est ça, il était à la bonne place. Donc, mes boudins. Ce que je fais avec mon couteau, c'est que je fais juste couper un petit morceau, puis un autre. Et après ça, je vais l'utiliser pour venir mettre une pression. Donc, sur le côté ici. Et je mets une pression dessus, pas pour l'écraser complètement, et je roule. Fait que ce qui va arriver, ça va former comme une coquille, ça va suivre ma lame. Donc, tu sais, si on regarde un peu plus proche, ouais, je suis en focus. En fait, c'est ça, ça suit ma lame. Vous voyez que c'est embarqué dessus. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment créer cette impression-là de coquille. Et par la suite, je les mets dans un peu de semoule de maïs pour pas qu'elles collent ensemble. Comme je disais tantôt, ça peut être de la farine et autre chose. Une fois qu'on a tout ça, là, ça, c'est un party faire des cavatelli. Hein. Ça prend un certain temps. Si c'est juste pour toi, si c'est juste pour avec coloc ou ta douce moitié, ben ça peut valoir la peine de mettre des fois les colocs et les douces moitiés à contribution là-dessus. Puis, c'est toujours une bonne raison de jaser alentour d'une bière ou, si vous ne buvez pas d'alcool, d'un verre comme bout de châtien. Pourquoi pas? Donc, le but, c'est tout simplement de faire ça. Fait que la recette n'est pas plus compliquée que ça. Après, il me reste à les cuire à peu près le temps qu'elles remontent en surface. Ça va prendre à peu près 4 minutes. On les égoutte bien et on sert avec le pesto que je vous ai montré un peu plus tôt, tout simplement. Est-ce que vous avez des questions sur la technique spécifiquement? Avant que j'entame la partie sur les viandes. Je vous écoute. J'aurais dit, je regarde le chat. Bobby, Haïdar, Oui. Je t'écoute. conseil pour mieux conserver les avocats. Ah, les avocats. Vous savez, ce merveilleux légume, c'est pas un légume en fait, ce merveilleux fruit qui veut se faire passer pour du beurre.
Non, je blague. Mais ce que je veux dire par là, c'est les avocats, c'est le genre de légumes qui sont jamais prêts jusqu'au moment qu'ils soient plus bons. La meilleure façon pour les conserver, je te dirais, c'est achète-les pas mûrs, aussi étonnant que ça puisse paraître, et garde-les dans un endroit frais, espacés l'un de l'autre. Ça va te permettre de contrôler leur maturation. Ceux que tu veux faire maturer, si tu as des bananes à la maison, tu gardes tes avocats proches si tu veux qu'ils maturent. Si tu ne veux pas qu'ils maturent tout de suite, tu les gardes loin de là. La meilleure technique, si demain matin, tu veux manger un toast à l'avocat ou des avocats dans une salade, n'importe quelle autre préparation, tu vas faire une guacamole, tu prends 2-3 avocats qui ne sont pas mûrs du tout, tu mets une banane dans un sac de papier avec eux autres et ça va être le party. Le même matin, tes 3 avocats vont être parfaitement prêts à consommer. Le surlendemain, par contre, ils seront plus bons. Donc, c'est important de, contrairement à ce qu'on pense, c'est acheter l'avocat quand il est mûr à l'épicerie ou chez le marchand, c'est mieux de l'acheter pas mûr et toi-même de contrôler la maturation de ces avocats-là. Honnêtement, dans un café que j'ai géré il y a de ça quand même plusieurs années, là, je te dirais entre 2012 et 2014, j'avais monté un café avec sandwicherie et tout, puis on avait un sandwich qui avait de l'avocat dedans. Pour pouvoir gérer une centaine de sandwichs à l'avocat avec poulet et autre chose, il fallait quand même qu'on ait une top gestion. Puis la meilleure technique qu'on a trouvée, c'était ça, c'est qu'on les achetait tous pas mûrs, puis qu'on s'assurait par batch de les faire mûrir nous autres mêmes et de le contrôler de cette façon-là. Puis on s'assurait que les autres qui n'étaient pas en présence soit des bananes ou en présence d'une pomme, une pomme va émettre aussi les mêmes gaz que la banane. Donc, c'est des climactériques qu'on appelle. Ces fruits-là vont aider à mûrir ton avocat. C'est génial. Victoria, elle propose aussi de les mettre dans l'eau lorsqu'ils sont déjà coupés. Est-ce que ça marche aussi? J'ai vu le truc, je ne l'ai pas essayé par contre, parce que personnellement, je mange très, très rarement des avocats. Ce que je te dirais, si tu veux garder une demi-avocat le plus longtemps possible, mettons, tu veux leur mettre au frigo et tout, c'est sûr qu'une base d'humidité va aider, mais c'est de garder le noyau. Parce que lorsque ta chair est en contact avec le noyau, elle va avoir moins tendance à mûrir rapidement. Donc, quand tu rouvres ton avocat en deux, mettons que tu vas en prendre une demi pour là, garde le noyau en contact avec l'autre demi que tu vas mettre au frigo. Et par exemple, pour des événements où on pouvait servir jusqu'à 400 hors d'œuvre, puis des fois, il y avait une purée d'avocat. Dans ce cas-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait dans des poches à douille, en fait, qu'on enlevait absolument toute l'air. Comme ça, s'il n'y a pas de contact d'air, ça ne l'oxydera pas. Donc, ça ne vieillira pas prématurément. Donc, ça te permet de le conserver plus longtemps. Mais le truc de l'eau, je ne l'ai pas testé comme tel. Parce que je te dirais que j'en travaille pas si souvent que ça. Bobby, si on revient à la technique de la recette, pour Caroline, elle se demande est-ce qu'on peut mettre des épices ou quelque chose pour donner du goût dans le mélange de pâtes? Tu pourrais très bien mettre, par exemple, une poudre de champignons, si tu veux, dedans, pour te faire une pâte aux champignons. Tu pourrais mettre, si tu aimes les trucs un peu... en fait, si tu as une chapelure à l'italienne qui traîne à la maison, qui est déjà assaisonnée, tu peux très bien l'utiliser comme telle pour faire ça. Par contre, il va falloir que tu fasses attention à ta sauce. Si tu assaisonnes la pâte directement, ce qui va arriver, c'est que ta sauce, elle va être en compétition avec le goût que tu as dans ta pâte. Donc, c'est sûr que si c'est des goûts qui sont herbacés, si c'est des goûts qui sont légèrement épicés, ça peut aller. Si tu vas, par exemple, mettre un curry ou un ras el hanout dedans parce que tu aimes ça quand c'est bien relevé, c'est génial, mais considère que la sauce que tu vas mettre en dedans avec ta pâte risque de rentrer en compétition. Donc, si tu vas avec un ras el hanout, c'est un genre de mélange avec cumin, avec de la graine coriandre, avec un paquet d'autres épices qui vient du Maghreb, par exemple. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser avec les œufs. Donc, si on veut faire une sauce qui est dans le style crémeuse, mettons, pour des pâtes, mettons, j'aurais du ras el hanout. On pourrait faire une sauce à base d'un beurre noisette. Ça, c'est un beurre qui est caramélisé sur le rond. Mais sinon, tu pourrais très bien y aller avec... mettons, si tu es complètement, tu veux éviter les produits, je vais dire les produits laitiers, un simple tofu mou
que tu vas faire revenir, que tu vas rajouter finalement à des poireaux que tu as fait tout simplement cuire à la poêle avec un peu d'huile. Puis tu vas rajouter quelque chose, un faux fromage dedans qui va être fondant, par exemple, ou les fromages à gratiner. Ben là, tu peux te faire une sauce qui est vraiment cochonne, qui est vraiment crémeuse, avec ton tofu crémeux à l'intérieur. Tu le passes au mixeur, puis ça te permet d'avoir une sauce qui est protéinée dans ce cas-ci, ce qui est quand même intéressant. Qui goûte bon et qui va donner le côté crémeux. Fait que là, tu pourrais travailler avec un mélange d'épices style racine hanout ou de type herbacé dans ta pâte directement. Bobby, revenons aux avocats. Si on met les avocats à côté on met les bananes à côté des avocats, est-ce que ça va avoir un effet sur les bananes ou bien... Les deux, en fait, vont s'entraîner à mûrir plus rapidement. Par contre, la différence qui est importante à se rappeler, c'est que c'est beaucoup plus facile de gérer une banane que surmûrie, parce qu'on fait des gâteaux aux bananes ou qu'on dit qu'on va le faire un jour, ou des muffins. Parce qu'une banane qui est rendue complètement noire est à son apogée de sucre. N'importe quelle recette qui demande une purée de banane ou même les smoothies, tu vas pouvoir la récupérer. Par contre, ton avocat, quand il est passé trop mûri, ça va goûter souvent la plasticine. C'est pas très intéressant en bouche. Fait que oui, ça va finir par affecter ta banane aussi, mais comme c'est souvent la banane qui est gorgée du gaz, en fait, qui fait mûrir les autres aliments alentours, ça serait étonnant, à moins que tu aies vraiment une quantité intense d'avocats alentour, que ça la fasse mûrir vraiment beaucoup plus rapidement que d'habitude. Ça répond à la question? Oui, en fait, il te dit merci. Et Bobby, juste une dernière question sur les bananes. Il y a de nombreuses façons de congeler les bananes. Pour toi, c'est la meilleure façon? Tu prends ta banane, tu lui dis qu'elle est belle, et tu l'envoies au congélateur. C'est que ça. C'est vraiment ça. C'est pas parce qu'elle a des taches qu'elle n'est pas belle. Tu l'envoies au congélateur. En pleurs et tout. Ça donne... C'est sûr que quand vient le temps de la décongeler, il va falloir que tu la décongèles, tu enlèves la pleure. Tu as deux options. Soit tu la passes sous l'eau tiède, la pleure, tu vas pouvoir l'enlever, tu gardes le cœur congelé. Sinon, tu peux dépeler tes bananes et les mettre dans un sac et les envoyer au congélateur. Il y a cette façon-là aussi. Ça dépend si pour toi, c'est une question de sauver quelques minutes ou pas. Par contre, ta banane va garder plus son goût si tu la gardes dans sa pleure que si tu la déballes et que tu la mets dans un sac à part. Elle va goûter meilleur, en fait, après congélation. Elle n'aura pas de blessure, elle n'aura pas de brûlure de congélation non plus. Ça ne goûtera pas le vieux congélateur si tu la laisses dans sa pleure, contrairement dans un sac, éventuellement, ça va développer ça. Merci. C'est un plaisir. Fait que je veux juste revenir sur les pâtes parce que le temps passe quand même rapidement. Donc, j'en ai fait ici l'équivalent d'une portion. Là, j'ai sûr que je suis allé rapidement. Je veux juste ça. Je vais me permettre de faire un close-up puis d'ajuster vraiment la vision là, pour le focus. Je ne sais pas si vous les voyez bien en ce moment. Donc, le but, c'est vraiment de créer ces petites coquilles-là ici, comme on disait. Puis une fois qu'elles sont prêtes, tout ce qui reste à faire, c'est de les prendre et de les envoyer à l'eau chaude, tout simplement. Fait que moi, depuis tantôt, en fait, j'ai un peu d'eau chaude qui attend derrière. Donc, ce que je veux tout simplement, elle est déjà prête. Pour la cuisson des pâtes, ce qui est vraiment super important, et ça, je ne le dirai jamais assez, vous salez votre eau. Vraiment, vraiment important. Pour deux raisons. Pas parce que la température va augmenter, ça, c'est une légende urbaine. La première, la plus importante, c'est pour le goût. Le fait que ça cuise dans une eau salée, ça va, vous n'aurez pas besoin de saler autant votre plat par la suite et ça va vraiment rehausser le goût de vos pâtes à la cuisson. La deuxième raison, c'est la texture. Quand vous cuisez une pâte que vous voulez qu'elle soit ferme, c'est vraiment important de la laisser avec un peu de sel parce que le sel va tout simplement durcir la surface de la pâte un peu plus. Donc, vous allez avoir une meilleure texture après la cuisson. Fait que c'est les deux raisons pourquoi on sel. Il y a certaines personnes
qui disent qu'il faut qu'on mette de l'huile en surface de l'eau. Ça, c'est une question de goût encore là, je dirais. La théorie de ça, c'est que tes pâtes, quand elles traversent la couche d'huile, elles vont simplement s'imbiber puis elles ne colleront pas ensemble après. Je n'ai pas fait le test scientifique à savoir si vraiment ça faisait une différence, pour être franc, mais par contre, si tu as un rond au gaz et que tu as de l'huile puis que tu as de la grosse eau bouillante, je ne te le conseille pas parce que ça peut des fois créer des petites flammes, c'est qu'on veut éviter. Donc, je vais partir avec mes pâtes et je vais simplement les faire cuire. Et pour la cuisson, c'est très simple. On sait quand elles sont prêtes, tout simplement quand elles remontent à la surface. C'est aussi simple que ça. C'est le même truc à savoir si un œuf est encore bon. L'œuf, lorsqu'il n'est plus bon, donc lorsqu'il est prêt à être composté, remonte à la surface de votre contenant d'eau quand vous l'immergez. La raison à ça, c'est qu'il y a une petite bulle d'air qui se crée à l'intérieur de l'œuf, tout simplement. Il y a une couche à l'intérieur et plus que votre œuf mature, bien, plus qu'il y a d'air à l'intérieur de cette petite poche-là qui fait qu'il va flotter. Donc, les cavatelli ou les pâtes à base qui sont un peu plus fermes, c'est un peu le même principe. C'est lorsqu'elles sont changées d'état, et là, je vais insister sur le changement d'état, elles vont remonter à la surface et c'est là qu'on sait qu'elles sont prêtes. Il en reste pour 2 petites minutes encore. Fait que, évidemment, une fois qu'on a fait ces préparations-là, tout ce qui reste à faire, c'est de se nettoyer un peu après. Là, évidemment, je n'ai pas transformé 5 personnes ou une recette pour 4 personnes complètes. Je vais juste faire ma portion pour ce soir. Mes boudins, si jamais je n'ai pas le temps de toutes les passer, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder avec un linge sur le dessus, les envoyer au frigo. Sinon, l'autre technique, ça serait de les mettre dans un linge, dans un sac plastique et vous pourriez les congeler comme tel ou les garder au réfrigérateur et les ressortir déjà prêts à couper pour la prochaine fois que vous voulez en faire. Donc, la congélation peut être votre ami et pas seulement une poubelle à retardement où il manque juste la petite pédale. Et là, c'est là-dessus que je vais parler de la viande, parce que j'ai dit tantôt que j'en parlerai un peu. La viande, ça peut se périmer rapidement, effectivement. Normalement, on dit que le meilleur temps de conservation après achat, c'est 3 jours. Pourquoi? Bien parce qu'il y a des bactéries et tout ça. Vous le savez, il y a des odeurs qui se développent et tout. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir les consommer à ce moment-là, c'est pas d'attendre 3 jours puis de le congeler après pour peut-être faire quelque chose avec. La congélation ne tue pas les microbes et les bactéries, fait juste ralentir leur développement. Donc, si tu n'es pas sûr, tu es mieux de le portionner en plus petites portions. La portion nutritionnelle de viande, on dit que c'est environ 100 grammes. On s'entend, la plupart des gens mangent beaucoup plus que ça. En restauration, on calcule pour une bonne portion de viande, là, je vous dirais, si c'est un repas principal et c'est tout, qu'est-ce qu'on va manger? À peu près 135 à 150 grammes par personne. Évidemment, ça, c'est sans eau et les parties qu'on se débarrasserait à l'assiette. Mais sinon, ça serait dans un 4 services, un 5 services, on va descendre à 100 grammes. Pour les portions de poisson, c'est un peu plus, tout simplement parce que ça remplit un peu moins, je te dirais. Dans ces 2 cas-là, c'est toujours de portionner dès que tu arrives à la maison tes aliments. Parce que c'est là que tu vas les perdre le plus rapidement. Si tu utilises des sacs sous vide, mettons que tu as la machine et tout, tu vas prolonger la durée de vie de tes aliments avant de devoir les cuire pour pouvoir les consommer. Une des façons, si mettons tu as attendu ton 3 jours, tu pensais manger ton poulet, ton porc ou ton bœuf, peu importe, ta viande, finalement, c'est pas arrivé. Bien, ce qu'il faut que tu fasses à ce moment-là, c'est que tu la cuises là avant de la congeler, idéalement, et que tu la transformes pour que quand tu la décongèles, tout ce qui te reste à faire, c'est réchauffer un plat. Donc, idéalement, c'est que tu la transformes avant de la congeler. Sinon, tu peux la congeler crue, mais il faut que tu te dises, par contre, si ça fait 3 jours, puis tu la décongèles, puis ça prend 2 jours au frigo, c'est que le starter, le compteur ne recommence pas à 0. C'est-à-dire que là, ton 3 jours a été ralenti, mettons 2 semaines plus tard, tu le sors, ça prend 2 jours à dégeler. Ben, tu es rendu à 5 jours de durée de vie de ta viande. Fait que les chances que le plat que tu vas faire avec soit intéressant gustativement parlant au niveau des textures et qu'il soit sécuritaire au niveau alimentaire sont beaucoup plus faibles.
Donc, est-ce que ça veut dire que c'est pas possible de le manger? Non, mais c'est juste qu'il va falloir que tu cuises vraiment intensément ta viande à ce moment-là, juste pour être sûr qu'il n'y a plus rien dedans. Et surtout, si je sais pas moi, tu fais cuire un pâté de viande, mettons que tu as acheté ça à l'épicerie, il est en super réduction, la date meilleure avant, la journée de la date meilleure avant, il est déjà cuit, il est à température pièce. Ben, si tu ne le manges pas là, dis-toi que normalement, tout ce qui est viande, quand tu la congèles crue, tu la dégèles, il faut que tu la cuises. Si tu la congèles cuite, idéalement, c'est que c'est prêt à consommer dans l'immédiat ou que tu vas faire une autre transformation. Donc, mettons, j'ai une viande crue, je la congèle. En arrivant, je la dégèle, je ne la mange pas. Tu ne peux pas la recongeler tout de suite. Il faut vraiment que tu y fasses une transformation. Puis après ça, mettons que tu as un plat qui a été cuit, tu le décongèles, bien, il faut que tu le recuises. C'est juste pour t'assurer que justement, tu n'as pas de problème au niveau de l'innocuité de tes aliments. Juste sortir une passoire, mes pâtes sont prêtes. Est-ce que j'avais d'autres questions sur les viandes par hasard? Ou les poissons, hein, ça rentre un peu dans la même catégorie. Je ne vois pas, je vais me rapprocher de l'écran. La viande, ça pourrait, oui, merci, avocat. Non, je n'ai pas d'autres messages dans les commentaires. Donc, Guida, est-ce que tu avais des commentaires de ton côté que je ne voyais pas par hasard? Non, en fait, je pense pas qu'on a des commentaires sur la viande. Tu as déjà répondu à une question sur la viande, donc c'est fait. Pour une question de temps, peut-être qu'on peut commencer à répondre. Ah, en fait, Oui. Absolument. On a une question sur le porc, en fait. Est-ce que le porc peut être mangé rosé? Oui, absolument. Le porc peut non seulement être mangé rosé, même que c'est conseillé. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ça dépend dans quel pays tu es, on s'entend. La raison pourquoi je te dis ça, c'est que les chaînes de production qu'on a au Québec au niveau de l'élevage du porc, de l'abattage, mais de la conservation c'est une vraie industrie. Dans le sens, c'est comme des usines. Et toutes les mesures sanitaires et sécuritaires sont prises au niveau du traitement, comme quoi qu'il n'y a pas de risque à le manger rosé. Évidemment, tu le manges pas nécessairement cru. Est-ce qu'il y a un danger à ce que tu manges un peu cru? Pas vraiment. C'est pas comme la salmonelle dans le poulet ou ces choses-là. Par contre, idéalement, rosé. Pourquoi? Parce que la texture de ta viande va être de loin meilleure. Il y a même certaines qualités de porc où on peut faire littéralement des tataki avec. Un tataki, c'est cuit en surface, cuit à l'intérieur. Donc, mais là, ça dépend des qualités que vous allez prendre. C'est un peu comme le poisson. Pense à un poisson que tu vas utiliser pour le sushi. Donc, c'est qualité sushi, puis tu as un poisson que tu vas cuire. On ne te donnera pas, il ne sera pas le même prix, puis on ne te donnera pas le même produit en bout de ligne, dépendant de l'usage que tu vas en faire. Le porc du Québec, en fait, la Fédération des producteurs de porc du Québec travaille vraiment a travaillé longtemps pour s'assurer qu'on ait cette possibilité d'avoir cette qualité-là en place, qui fait que le porc ici, on peut le manger rosé. Si c'est un porc qui vient des États-Unis, cette garantie-là tombe. Donc, c'est toujours vérifier l'origine aussi de ton aliment. C'est vraiment important de ce côté-là. C'est sûr que la plupart des règles sanitaires ont été faites en considérant que pendant longtemps, on n'avait pas une bonne gestion, c'est-à-dire pas une gestion complète de la chaîne du froid, surtout au niveau de l'abattage des animaux. Donc, pour le bœuf, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué, mais même dans le bœuf, ou dans le veau, on peut avoir la qualité tartare, donc le manger cru. Donc, ce que ça te dit, en fait, c'est que cette qualité-là, c'est qu'elle a suivi un processus qui t'assure que tu n'as pas de problème à manger rosé ou manger cru, justement, ces viandes-là, pour ton plaisir. Bobby, est-ce qu'on peut commencer à clôturer avec les dernières questions? Absolument. Je vais juste en profiter pour assembler ça. J'ai mes pâtes. Et oui, tout à fait. Si vous avez des questions, je suis à vous. C'est vous qui décidez qu'on parle à partir de maintenant. Coralie, elle a une petite question en lien avec la recette, mais elle oui.
Elle sait que tu es impliqué avec la transformerie, donc elle se demande Oui. si tu pouvais un petit peu nous parler de ton rôle avec ce partenariat. Oui, tout à fait. Pour la transformerie, en fait, je suis un des 4 co-initiateurs de l'organisme avec des amis, en fait. Guillaume est un bon ami. En fait, c'est mon coloc. Si vous entendez des bruits au loin, c'est lui qui marche. Et Thibaut Renouf, qui est un bon ami également. On a tous travaillé côté soit restauration, soit contact direct avec les producteurs ou avec le patrimoine alimentaire. Puis c'est un peu là-dessus qu'on s'est rencontrés. Moi, je faisais déjà des conférences pour le Jour de la Terre avec la Tablée des chefs aussi pour À vos frigos, qui est un programme qui se promène un peu partout au Québec depuis 5 ans. 6 ans cette année. Et c'est ça, on voulait trouver une autre façon, au-delà de la transmission, de l'éducation, une autre façon d'agir directement. Fait où ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le commerce, la jonction entre le mangeur, le consommateur, puis le commerce de détail, c'est là où il n'y avait rien qui était fait à ce moment-là. Fait que on va faire la récolte des invendus, donc les produits alimentaires qui sont encore aptes à consommation, et on les redistribue dans des banques alimentaires à plus de 70% de ce qu'on collecte. Et l'autre partie, des fruits et légumes seulement, est réutilisé pour faire des tartinades sucrées en ce moment qui sont vendues chez nos partenaires, en fait, chez qui on collecte, mais aussi dans une cinquantaine d'autres points de vente à travers le Québec. Donc, ce qui est à savoir, c'est que les produits qui sont normalement gaspillés, parce que ça, c'était envoyé soit au dépotoir, soit au compost. Et même si un aliment est composté, ça reste du gaspillage parce qu'on gaspille le travail de l'agriculteur, la chaîne de distribution, en fait, toutes les énergies qui ont été mises là-dedans. Donc, la conserve, les rescapés, qui sont le projet de la transformerie. C'est vendu sous la marque de commerce Les Rescapés. Tartinade tarte aux pommes, par exemple. On en a un autre qui est mangue créole. On en a d'autres en développement dont je ne peux pas vraiment parler, dont certaines salées, celles qui vont pouvoir servir. J'ai-tu le droit d'en parler des salées, Guillaume? J'ai des étudiants du HEC. J'ai-tu le droit de parler de celles en développement en salé? OK. Fait qu'on a une sauce barbecue qui s'en vient. Sinon, on a un autre à base de poivrons et autres. Fait que ça va vraiment pour accompagner les plats. Puis hier soir, on goûtait en fait une préparation avec un peu d'orange dedans qui rappelait un peu les sauces aigre-tousse qu'on a l'habitude de manger avec les croquettes de poulet et tout. Fait que ça, c'est une nouvelle gamme qui s'en vient. Mais en ce moment, on a déjà à peu près 6 ou 7 dans le sucré qui existe là, avec la transformerie. Puis, moi, ce que j'ai fait comme rôle, ça a été plus de monter la structure de l'organisme à but non lucratif, passer une entreprise d'économie sociale. Voilà, fait que ça a été travaillé là-dessus. Puis évidemment, c'est de goûter les tests que Guillaume fait, parce que c'est pas mal lui qui est responsable du développement des recettes. J'espère que ça correspond à ta question sur la transformerie. Sinon, j'ai aussi des implications avec le mouvement Slow Food, qui est une organisation internationale présente dans 160 pays où on défend une alimentation qui est bonne, propre et juste, c'est-à-dire manger local, de saison, en respect des cultures alimentaires et tout en pouvant payer un prix qui permet aux gens qui nous nourrissent de gagner dignement leur vie, mais en étant accessible à tout le monde. Fait que c'est tout un contrat. L'organisation existe depuis plus de 30 ans. Ça fait 21... Non, ça va faire 21 ans à la fin du mois d'avril quand on est présent au Canada. J'ai l'honneur de siéger avec 41 autres conseillers internationaux sur le conseil d'administration international de l'organisation. J'ai été pendant plus de 8 ans à la tête du chapitre montréalais, puis pendant 4 ans sur la coprésidence canadienne. Ce qui est à savoir, c'est une organisation qui est entièrement gérée et financée par ses membres bénévoles, qui sont des citoyens. Fait que c'est vraiment un regroupement qui partage des ressources, des informations, mais aussi des projets dans le but de changer le système alimentaire au niveau global, mais par un réseau d'initiatives locales. Bobby, l'autre jour, Haïdar, il était sur Facebook Marketplace et il a vu quelques produits alimentaires qui sont non utilisés à vendre à des prix réduits. Et donc, ça l'a fait penser à l'économie circulaire. Comment penses-tu que dans un monde post-Covid, nous pouvons intégrer l'économie circulaire dans la gestion des restants alimentaires, d'après toi?
Ben, en fait, c'est un peu la logique que la transformerie a fait, c'est que les détaillants avaient besoin de se débarrasser de ces produits-là qui étaient plus capables de vendre en commerce et la transformerie avait besoin d'un apport, puis en même temps les banques alimentaires aussi. Donc, les opportunités en économie circulaire sont vraiment basées sur le déchet n'existe plus, tout est ressources. Donc, comme traditionnellement les entreprises sont bâties pour penser entrant-extrant, le but pour développer l'économie circulaire, mettons, avec que ça soit des produits en réduction et tout, ben, la première tâche à faire dans les commerces de détail ou l'endroit qui donne ou qui vend à rabais ces produits-là, c'est de les transformer en produits à valeur ajoutée. Donc, idéalement, c'est de développer des plats, des recettes et tout. S'ils ont un service de prêt-à-manger, par exemple, c'est une bonne façon d'y aller. Souvent, le problème, c'est que la compétence culinaire en gérant des produits qu'on ne sait pas les approvisionnements, les quantités et tout, quand on n'a pas un approvisionnement qui est certain, qui est sûr, qui est toujours constant, ça demande beaucoup plus de créativité. Et malheureusement, dans le détail puis dans la distribution en général, il n'y a pas de poste qui est dédié à trouver une revalorisation, donc donner une deuxième vie à ces produits-là. Donc, c'est soit trouver une façon de rentrer pour aider à la transformation à l'interne de ces entreprises-là. Idéalement, ça serait d'éliminer les problèmes à la source. Hein. Pour venir à Transformerie, qui est en économie circulaire, la raison d'être de l'organisation, c'est d'enrayer le gaspillage alimentaire. Notre souhait, c'est que d'ici 15 à 20 ans, c'est que la transformerie n'existe plus parce qu'on n'aura plus besoin de la transformerie, parce qu'on va avoir réussi à aider les commerçants, les détaillants, les distributeurs et les consommateurs à réduire le gaspillage à la source. Donc, le meilleur déchet, comme ils disent à Recycle Québec, est le déchet qui n'a pas été créé. Ben, c'est un peu la même chose dans le gaspillage alimentaire. Maintenant, il ne faut pas arrêter d'agir en ce moment pour autant. Il y a une pléthore d'organismes qui ont besoin de dons alimentaires, mais qui n'ont pas les ressources, que ce soit les camions, que ce soit les bénévoles, les gens pour aller les chercher. Les entreprises n'ont pas toujours le temps ou les ressources qu'ils peuvent dédier pour aller porter ces trucs-là. La tablée des chefs, pour qui j'ai travaillé pendant 4 ans à peu près, comme chef aux écoles de cuisine, ben en fait, leur premier service, c'est le courtage alimentaire, c'est-à-dire qu'ils mettent en lien les donateurs, les donneurs de nourriture, avec ceux qui peuvent l'avoir. Il y a eu, mais au niveau de l'action citoyenne, ce que vous pouvez faire, mettons, si ça arrive sur le campus du HEC ou dans des commerces qui sont proches de ça, ben des fois, c'est de créer un simple groupe d'achat. C'est d'aller faire une entente avec ces commerces-là. Écoute, nous, c'est ça, on est des étudiants au HEC, on a des budgets un peu limités des fois, on aimerait trouver une façon, tu sais, on trouve la problématique du gaspillage alimentaire comme sérieuse. On comprend que vous ne contrôlez pas tous les paramètres et que, dans le fond, vous ne voulez pas jeter. On voit que vous faites des ventes à tarif réduit et autres. Est-ce que ça serait possible de faire un genre de partenariat entre tel groupe d'étudiants ou telle association étudiante et votre commerce pour, dans le fond, quand vous avez des surplus, on a un prix que vous êtes déjà prêt à réduire de toute façon fixe, puis à partir de là, on s'assure de redistribuer sur le campus à ceux qui ont moins de moyens. Mais ça peut être une façon d'aider à réduire les frais qu'on sait qui peuvent être élevés là, avec l'université, avec toutes les dépenses qu'il faut engager, surtout qu'on ne peut pas travailler à temps plein. J'ai tendance à parler un peu beaucoup, hein. Je suis vraiment désolé d'ailleurs. Naï est une étudiante et elle aimerait savoir, pour quelqu'un qui n'aime pas vraiment cuisiner et qui n'a pas vraiment le temps, quels sont, d'après toi, les 5 ingrédients indispensables à avoir chez nous? Oui, oui. Ça dépend de tes allergies. Ça dépend de ta culture alimentaire aussi. C'est différent pour un peu chaque type de famille. Moi, à la maison, j'ai toujours... Ben, le sel, c'est un condiment, là. J'ai toujours de la farine. J'ai toujours minimum 1 kilo en réserve au cas où. Parce que, en même temps, moi, je cuisine beaucoup. Si tu n'aimes pas cuisiner beaucoup, tu sais, moi, quand je reviens, mettons, j'ai fait un traiteur, j'ai passé 18 heures sur un set de photoshoot pour une compagnie. Mon plus gros client dans les dernières années, ça a été Google qui venait faire des photos avec des photographes de Montréal. J'ai installé une cuisine complète sur place. Quand je revenais à la maison, j'avais pas le goût de cuisiner pour moi, mais pas du tout, là. Mais vraiment pas, là. C'est pas parce qu'on est cuisinier dans la vie que ça nous tente tout le temps. Des œufs.
Si tu n'es pas végane ou végétarienne, je dirais les œufs, c'est le meilleur dépanneur qui existe parce que autant tu veux te faire une recette de crêpes, tu as besoin d'œufs. Souvent, à moins que tu fasses des crêpes véganes. L'œuf, c'est une protéine en tant que telle. Tu peux le cuire tout simplement des œufs au plat. Tu peux te faire des œufs brouillés. Tu peux te faire une omelette. Tu peux te faire une frittata, qui est le style d'omelette à l'italienne où tu rajoutes des bouts de pain secs dedans puis des morceaux de légumes. Tu peux te faire une omelette à l'espagnol avec des morceaux de pommes de terre. C'est très économique. Ça remplit bien. Après ça, tu veux faire un gâteau, tu as besoin d'œufs. Tu veux faire n'importe quoi. L'œuf, pour moi, c'est comme la base. Le lait, chez moi, j'en ai pas. C'est très rare. Je vais en acheter seulement quand c'est des recettes que j'ai besoin. Fait que la farine, j'ai toujours des œufs. J'ai souvent du pain, mais pas tout le temps. Sinon, j'ai toujours de l'avoine. De l'avoine, du gros avoine là, entier. Parce que je me sers de ça pour faire mes granolas maison. Quand je prends le temps, j'en fais une bonne batch. Puis là, après ça, je peux garder mes batchs de granola maison de côté. Je peux les congeler si je veux, mais normalement, ça se conserve température pièce dans des bocaux hermétiques, il n'y a pas de problème. L'avoine, si je veux me faire un gruau, ça prend peut-être 20 minutes à faire, mais ça cuit pas mal tout seul. Si tu as un cuiseur à riz, tu peux faire tes yogourts là-dedans. Oui, tu peux faire tes yogourts, mais tu peux faire tes gruaux à l'intérieur aussi. Ça se fait quand même assez bien. Fait que, tu sais, œufs, farine, avoine, pour moi, sont pas mal des bases. Le reste, des légumes. Légumes. Et dans les légumes, le plus de base, c'est vraiment l'oignon. J'ai des gros oignons jaunes, mais en général, j'en ai des plus petits. En ce moment, c'est ce que j'ai. Des légumes de conservation, surtout, que je vais avoir. Donc, des oignons, de l'ail, tout le temps pour aromate. Sinon, carottes, poireaux, ça sert tout le temps. Je te dirais qu'avec ça, ce qui est important, c'est d'avoir des protéines autres que de l'œuf de temps en temps. On s'entend pour le cholestérol, puis si tu manges juste des œufs, c'est pas bon pour toi non plus. J'ai toujours des légumineuses. Si tu n'aimes pas cuisiner et tu n'as pas le temps, des conserves de légumineuses pré-cuites, les haricots blancs avec un peu d'une canne de sauce tomate, puis tu mets ça sur un riz que tu pourrais avoir aussi, un féculent dans le fond que tu peux cuire rapidement. C'est un riz en général, en dedans de 15-20 minutes, c'est cuit, surtout dans les instantanés. Ben, tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Le pois chiche encore là. Donc, je te dirais une légumineuse, des œufs, farine, de l'avoine, puis conserve style tomate. Tu as ton huile pour la cuisson, ton sucre pour les besoins de faire des desserts. Mais tes bases, là, si tu as ça, tu peux faire beaucoup. Tu fais pas tout, mais tu fais beaucoup. Safira, est-ce que... Oui, allô? Oui, j'allais poser ma question. Oui. Je l'ai mis dans le chat, mais je vais la dire en audio. Oui. Avec la pandémie qui a vraiment affecté la restauration, comment que tu vois les restaurants comme se remettre de cette crise? Ceux qui n'ont pas de take-out, comment tu vois ça? C'est une bonne question. Moi, à la base, je suis traiteur et non restaurateur. C'est deux métiers complètement différents. Par contre, j'ai déjà travaillé dans des cuisines de resto. J'ai beaucoup d'amis qui sont chefs de resto. La plupart de ceux qui ne font pas de take-out, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le take-out, ça demande un investissement quand même majeur et un changement de logistique complète. Quand tu produis pour à la commande en resto, tu as la logique de faire du take-out. Le take-out, ça ressemble plus à une logique traiteur que resto. Si tu n'as jamais travaillé en traiteur, commencer à t'improviser dans le take-out, c'est quand même tout un défi. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit, notre mission, c'est pas ça. On possède notre bâtiment, on n'a pas à s'inquiéter avec nos frais fixes de base, plus qu'il faut, oui, il faut les payer et tout. On est capable d'attendre. Donc, il y en a plusieurs qui ont décidé de ne pas ouvrir au take-out ou de ne pas ouvrir du tout à cause de ça. Fait qu'eux, ils vont s'en sortir. Il y en a d'autres qui ont décidé de ne pas faire de take-out parce que ça ne leur tente pas, puis ça les fait Parce que quand tu es habitué de monter des assiettes un peu plus recherchées, un peu plus... je te dirais, en gastronomie, je pense, c'est sûr que ce n'est pas des restaurants que tu te payes à toutes les semaines, moi non plus d'ailleurs. Il y en a beaucoup de ces gens-là qui ne veulent pas faire de take-out parce qu'ils voient ça comme une façon de dénaturer leur travail ou c'est pas ce qu'ils ont le goût de faire. Je te dirais, le rôle d'un cuisinier à la base, c'est de nourrir le monde. Oui, c'est le fun les nappes blanches, c'est le fun les bons restos, les grands restos et tout. Je pense que n'importe quel bon cuisinier est capable de s'adapter à toutes les situations, mais il y en a qui ont décidé, parce qu'ils n'ont pas le goût de faire ça, de ne pas en faire. Dans ceux qui font du take-out, dans les hauts de gamme, il y a chez Nora Grey qui le fait en cuisine italienne, c'est pas rentable.
c'est pas du tout rentable pour ces institutions-là. Ils couvrent à peine leurs frais. Leur staff, ils l'ont presque tous congédié au chômage. Pareil. C'est vraiment dans le but de... La plupart de ceux que je connais, que ce soit des bistrots ou des restaurants un peu plus haut de gamme, ben, c'était surtout pour conserver les relations avec leurs fournisseurs. Leurs fournisseurs étant souvent des petits agriculteurs, des petits producteurs. Et pour s'assurer de rester en fonction, pas perdre la main et la journée que la pandémie va être terminée, de ne pas être tombé dans l'oubli du public non plus. Par contre, ce qui est les bistrots, les restaurants plus de base, les fast-foods, eux continuent à plein, puis on a des excellentes options, puis on est chanceux d'avoir toutes ces options-là en ce moment, surtout quand on n'a pas le goût de consommer. Par contre, dans la restauration, les dernières statistiques que j'ai vues, mais ça fait plusieurs mois, c'est qu'on sait que déjà, il y aurait au moins 40% des restaurants sur l'île de Montréal qui auraient fait faillite, déclaré faillite, donc fermés à tout jamais. Qui ils sont exactement, on ne le sait pas encore pour tout le monde. Il y en a plusieurs qu'on sait. Il y en a qui ont décidé de fermer tout simplement parce qu'il y arrivait un moment dans leurs bails commerciaux. Tu sais, les bails commerciaux, c'est pas comme ton appartement. Ton appartement, tu le renouvelles à l'année. Bails commerciaux, souvent, c'est sur 3 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Puis tu n'as pas les mêmes protections quand tu es un commerce que quand tu es locataire d'un appartement. Mais pour eux, il y en a qui ont décidé, parce qu'ils arrivaient à la fin de leur bail, ben c'est bon, on va arrêter ça, puis on va passer à faire autre chose. Parce que c'est un métier qui est quand même difficile. Ce qui est sûr, c'est qu'après le redémarrage, tu vas avoir des nouveaux restos qui vont ouvrir. Ça, c'est indéniable dans les 6 premiers mois. T'en as qui avaient déjà des projets d'ouvrir un restaurant, mais qui ne l'ont pas fait parce que la pandémie était là. Fait que déjà, il va y avoir un petit buzz. Là, ça va être le fun, on retourne dans les salles à manger, le monde tripe. Il y a certains restaurants qu'on est content de retourner, qu'on retrouve, on est heureux. Il y en a des nouveaux à essayer, mais ça va cacher. Je te dirais que c'est plus dans un an et demi qu'on va avoir la vraie conséquence. Et il y a des spéculations là, à l'Association Restaurant Canada, qui est un peu l'équivalent de l'ARQ, Association Restauration Québec, Restaurant pour le Québec. Mais eux, ils couvrent le Canada au complet, que pas loin de 50 à 60 des restos qui existaient avant la pandémie n'existent plus dans l'année suivante. Donc, c'est sûr que ça va être changé. Le marché de travail était aux employés. Là, ça va être l'inverse. Ça va être les employeurs qui vont décider des conditions, beaucoup plus que c'était le cas avant. Donc, si vous avez travaillé en service, en sommellerie, si vous avez travaillé en cuisine ou en plonge, les tables vont virer de bord complètement. Ça va être les employeurs qui vont avoir le dernier mot, vraiment, alors qu'avant, c'était les employés depuis au moins 5-6 ans. Wow, OK. Merci beaucoup pour la réponse. C'est un plaisir. Bobby, je vois le temps passer. Oui. J'ai une dernière petite question. Oui. Face à l'urgence climatique, est-ce que tu penses que la lutte volontaire contre le gaspillage alimentaire est suffisante? Donc, Non. est-ce que tu penses qu'une politique, par exemple, gouvernementale relative au gaspillage alimentaire fonctionnerait ici au Québec, par exemple? Il faut s'entendre, c'est quoi le gaspillage alimentaire? Parce que tous les ministères au gouvernement du Québec, puis même au fédéral, n'ont pas la même définition de ce que c'est le gaspillage alimentaire. Ça, je sais qu'il y a un travail quand même politique qui est fait du côté de la transformerie, mais de d'autres organisations, de la Chaire de recherche en transition écologique, plusieurs autres organismes, pas juste des OBNL, là, mais aussi des chaires de recherche. Il y a des politiciens aussi. Il faut qu'on uniformise pour s'entendre qu'est-ce qu'on entend par gaspillage alimentaire. Parce que pour l'instant, il y a une myriade de voix, ce qui est bien en théorie, mais par contre, quand vient le temps de dire on va réduire le gaspillage de temps, mais il y a deux choses. Qu'est-ce qu'est le gaspillage? Deuxièmement, c'est quoi les données? La plupart des études sont faites par sondage. On n'a pas de données réelles, fiables, concrètes pour pouvoir passer de l'avant. Après ça, si on va comme la France a fait avec l'obligation de donner tous les surplus alimentaires à des banques alimentaires, même le président de Moisson Montréal l'a dit, même si on a besoin de bouffe, on ne peut pas accueillir tout ce flot de nourriture. Pourquoi? Parce que la réalité terrain qu'on a observée, que j'ai observé, que ce soit par la transformerie, avec Slow Food, parce que je veux dire, le gaspillage alimentaire, c'est une campagne internationale qu'on traite avec des gens autant au Ghana, au Kenya qu'en Europe, aux États-Unis. C'est une problématique mondiale. C'est pas parce qu'on a moins de moyens, qu'on considère que les gens ont moins de moyens, que c'est pas une problématique. Après ça, le réseau du dépannage alimentaire n'est pas une solution au gaspillage alimentaire. Même si on peut imaginer que ça va ensemble. Ça va partiellement ensemble. Pourquoi je dis ça? C'est que ce que ça nous dit, c'est que
juste sur l'île de Montréal, on produit, là, j'ai lancé un chiffre, là, c'est pas un chiffre scientifique, vérifié ou autre, là, mais l'impression qu'on a, c'est qu'on produirait de 7 à 10 fois plus de surplus alimentaire que ce que les banques alimentaires ont besoin pour dépanner les gens. Donc, si on envoie tout ça dans les organismes qui ont déjà de la misère à gérer le peu de denrées qu'ils reçoivent, sans soutien gouvernemental, ça va juste finir dans la poubelle, mais chez le voisin. Ça ne réglera pas le problème. La seule solution, c'est la réduction à la source. Et ça, il y a 2 façons de le faire. Oui, une réglementation gouvernementale peut aider, mais il ne faut pas que ça soit la théorie juste du bâton, ça prend la carotte aussi. Le problème, c'est qu'en ce moment, toutes les initiatives sont volontaires. Il n'y a pas de normes qui existent. Il n'y a pas de certification vraiment qui existe. Est-ce que la certification est la solution? Peut-être pas non plus. Mais au-delà de ça, c'est la conscientisation. C'est un peu comme, je veux dire, j'ai 39 ans, j'étais au primaire, on arrivait dans une classe de primaire à l'époque, on m'arrivait avec des bacs de recyclage, c'était une révolution, ça là, on ne connaissait pas ça nous autres. Là. On ne faisait pas ça à la maison du recyclage. Pourtant, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas mal intégré dans la coutume de tous les jours, même si, bon, c'est pas parfait, c'est pas bien fait, le système basé sur la valeur des denrées, des produits qu'on revend n'est pas l'idéal dans la façon de le voir, mais c'est la conscientisation, c'est d'amener ça, puis c'est de changer, c'est un changement de culture. Un changement de culture en bas de 15 ans d'horizon, ça ne se fait pas vraiment de façon joyeuse. Fait que ça prend un support incitatif justement avec la carotte, mais ça prend aussi des réglementations pour l'industrie. Puis la réglementation doit venir avec un soutien pour s'assurer que les entreprises, les citoyens, les sociétés d'État, les institutions sont capables de s'adapter puis de faire la transition ensemble. Bobby, on va prendre une dernière question. Oui. C'est quoi ton opinion sur la viande cultivée en laboratoire en termes de goût, de qualité, de sécurité? Et est-ce que les insectes est-ce que les insectes sont le futur, donc l'avenir? Donc, 2 questions. Les insectes, c'est le passé et le futur, parce que, en fait, on tripe bien gros là, sur nos farines de grillons puis tout ça qui goûte le carton. Et je précise, ça goûte le carton. Et pourtant, j'ai fait des événements où on cuisinait des insectes dans le passé avec le réseau Slow Food et ça ne goûtait pas le carton. La raison pourquoi je dis ça, c'est que il y a toute une hype et une mode alentour des farines, des bars avec des insectes dedans puis tout. Le concept est super intéressant. C'est une source de protéines tout à fait valide et qui peut être franchement délicieuse quand c'est bien préparé et quand c'est bien produit. C'est pas du tout dans notre culture. C'est dans la culture mexicaine. C'est dans plusieurs cultures subsahariennes, du nord de l'Afrique aussi. C'est dans plusieurs cultures asiatiques, les insectes. En ce moment, c'est que c'est un peu l'industrie du supplément alimentaire qui c'est pas que, là, on s'entend, là, mais c'est toujours dans la logique du supplément alimentaire ou des aliments fonctionnels. Fait que ce qu'on vise, c'est une propriété, mais pas le goût. Et je reviens, pourquoi je cuisine? C'est parce que j'aime manger, j'ai du plaisir. Ben c'est ça. La journée où on va faire une qualité commercialisée de poudre ou d'insectes séchés, déshydratés, cuits, peu importe, qui va être goûteuse et savoureuse, ben là, on va pouvoir parler de ça au futur et non comme d'un passé pour d'autres cultures. Donc oui, c'est une piste de solution. La viande de laboratoire, malheureusement, je n'ai pas assez de données pour pouvoir commenter. Et là, par principe, personnellement, ça m'engage. Ben, Slow Food a une position officielle là-dessus, là, mais personnellement, ça me fait ni chaud ni froid la viande de laboratoire parce que, à quel point on est en train de faire une dérive technologique et scientifique un peu poussée pour reproduire un bout de viande qu'on aime manger, mais qui n'est pas de la viande. La réalité, c'est qu'il faut qu'on réduise notre consommation de viande, point. On mange beaucoup trop de viande en Occident. On a besoin de quoi? C'est de mémoire, hein, ça se peut que je me trompe dans le chiffre, mais c'est à peu près quoi, 90 kilos de protéines utilisables par notre corps par année pour nous alimenter. On consomme genre plus que le triple de ça juste en viande par année. C'est énorme, c'est beaucoup trop.
Donc, la première chose, c'est de réduire ça. Deuxièmement, c'est la viande, c'est bien beau, mais c'est pas juste un steak ou une poitrine de poulet qui arrive dans l'assiette, qu'elle soit faite de laboratoire ou pas. C'est comment tu l'as produit. Tu sais, autant les questions sur le mode d'élevage, sur la génétique de l'animal. Y es-tu bien traité? Après ça, comment il est nourri? C'est-tu des OGM? C'est-tu pas des OGM et tout ça? Il y a toute cette logique-là. Après ça, quand ça vient de laboratoire, les composés chimiques qui servent à faire ça, les cultures souches, d'où ça vient? Et où l'éthique? Il y en a-tu plus que quand c'est l'industrie bovine à grand déploiement, comme on voit aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, puis même pour le porc ici au Québec? Si on reste dans une logique productiviste, d'exploitation, que tout le monde alentour de nous, le monde du vivant et du non-vivant, n'est simplement là que pour servir l'humain, bien, on ne réglera pas le problème. Que la viande vienne de laboratoire ou qu'elle vienne d'élevage. Slow food est contre parce qu'on pousse les cultures pastoralistes, surtout plus présentes en Asie du Sud-Est puis en Afrique. Les méthodes traditionnelles de faire les choses, il est possible de produire de façon durable de la viande de consommation. Il faut juste qu'on soit prêt à en consommer beaucoup moins, tout simplement. Fun fact, tout le monde, en fait, la viande nécessite presque 15 à 16 litres d'eau par kilogramme. Donc, faites Ça, c'est pour le bœuf. petit calcul. Oui, ça, c'est pour le bœuf, en fait. Oui, pour le bœuf. C'est en fait la source de protéines d'origine animale qui nécessite le plus d'eau, en fait. Oui, effectivement. Il y a plein de petits animaux qu'on n'exploite pas. C'est un peu comme dans l'agriculture, au niveau des semences, mais des plantes cultivées. Il y a plus de 10 000 plantes du règne végétal qu'on peut consommer comme nourriture, mais en Occident, on en consomme principalement que 9. Il y a un problème de diversité. Il y a un problème de diversité au niveau de notre alimentation, mais de biodiversité qu'on entretient. C'est la même chose pour les animaux de consommation. On mange beaucoup trop de bœuf. Le porc a moins d'impact que le bœuf, mais il y en a quand même beaucoup. Le poulet, la même chose. Donc, il faut balancer sur ces choix alimentaires. Ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas une religion. On n'est pas là pour se sentir coupable. « Oh non, j'ai mangé du bœuf à soir. » Non, non. Tu as le droit d'aimer manger du bœuf. Il faut juste essayer de diversifier l'assiette. Puis, quand on veut changer, donc moins gaspiller, ou n'importe quel autre changement qu'on veut faire dans nos habitudes, il ne faut pas oublier, ça ne sera pas parfait. On va se tromper, on va se planter, on va apprendre en partageant nos erreurs, en discutant avec d'autres personnes. Puis, ça ne sera pas parfait, mais c'est en prenant un élément à la fois qu'on va y arriver. Ce n'est pas en voulant tout changer du jour au lendemain, un peu comme l'adhésion au gym en début d'année pour les années où on avait le droit d'y aller. Je pense que ça fait pas mal le tour des questions. On a tellement appris aujourd'hui de toi, Bobby. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup pour tes conseils et pour toutes ces informations et cette belle recette. Écoute, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais c'est vraiment bon. Je vais vous envoyer. Je vais t'envoyer, Guida, la fiche recette. Tu vas pouvoir la partager avec tout le monde. Oui, c'est sûr. Et honnêtement, je pense que les petits changements de nos habitudes de tous les jours peuvent vraiment faire toute la différence et une bouchée à la fois. Voilà. Donc, merci beaucoup, Bobby, encore une fois. Et merci tout le monde pour votre participation. Et si vous voulez en savoir plus, je vais me permettre de faire une plug, si tu me permets. Oui, bien sûr. En fait, je vais partager avec tout le monde ton compte Insta parce qu'on avait des questions sur ça. Donc, je vais partager ça sur notre page Facebook et même sur notre Instagram. OK. Ben c'est parfait. Donc, si tu fais ça, vous allez pouvoir trouver les infos là. Et je publie des contenus sur comment, sur Instagram Live, normalement, sur comment travailler certains légumes de saison quand on manque d'inspiration. On l'a fait pour céleri rave, pour les betteraves et plusieurs autres que des fois, on est un peu tanné de manger en hiver, mais il y a plein d'autres façons délicieuses de les manger. Parfait. Merci beaucoup, Bobby. Merci tout le monde. Au revoir. Salut.